Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver après cette pause estivale pour reprendre notre cycle des expressos. Pour ceux qui ne connaissent pas les expressos, c'est un format court de 15 minutes où on évoque des thématiques d'actualité qui sont liées à l'énergie ou qui peuvent vous servir au quotidien. On y consacre en général un jeudi par mois à une actu qui est un petit peu plus éphémère. C'est l'actualité des marchés. Donc du coup, c'est un expresso qui est complémentaire aux publications hebdomadaires qui sont publiées par Quentin sur ce compte LinkedIn, Quentin de Lille. Et notre sujet du jour aujourd'hui, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, qu'ils soient grand public ou spécialisés. C'est la hausse des prix de l'énergie, qui est à son niveau le plus élevé depuis le début des années 2000. Bruno Le Maire est d'ailleurs intervenu sur le sujet pour poser les bases d'une analyse de marché de l'électricité et les perspectives d'évolution du mécanisme de fixation des prix. Et du coup, on accueille Quentin de Lille pour qu'il nous en dise un peu plus. Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette hausse de prix? Est-ce qu'elle concerne toutes les énergies? Quelle en est la cause? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bonjour Adèle. Alors, tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver également, justement, pour ces expressos. C'est un moment de partage qu'on aime beaucoup et justement pouvoir faire tout ce qu'on peut vous donner comme information pour prendre les meilleures stratégies. On va le voir par la suite, hein. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans des cycles très particuliers. On a eu une année de record historique au niveau des prix l'année dernière en termes de prix, de faiblesse de prix, des prix extrêmement bas, avec tout ce qui a pu se passer en 2020. On a également cette année, du coup, une année historique, mais cette fois-ci en termes de hausse de prix. Et cela se voit beaucoup plus fortement finalement dans l'actualité. Évidemment, on a parlé au début de l'année d'un cycle de hausse des prix des matières premières suite à la relance. On a entendu fortement parler, par exemple, du bois américain ou du bois de certains composants pour les semi-conducteurs à travers le monde, du fait de la relance américaine, de la relance asiatique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, cette hausse se transfère aussi sur les prix de l'énergie. Ce n'est pas forcément lié tout de suite à la relance qu'il faut voir cette hausse des prix de l'énergie. C'est différents facteurs qui se sont combinés. On a toutes les ambitions climatiques européennes, la spéculation sur le CO2, on en a largement parlé durant les premiers expressos de cette année, mais on a aussi finalement des fondamentaux plus en lien directement avec le marché, plus précisément sur le marché du gaz, où on a connu une vague de froid. C'était une vague de froid qui n'était pas intense, mais qui a duré dans le temps et qui nous a fortement impacté. On a également tout ce qui est en lien avec la géopolitique. Vous avez toutes les affaires entre la Russie et l'Europe concernant Nord Stream 2, le fameux gazoduc, on y reviendra un peu par la suite. Et puis bon, voilà, il faut l'année se déroule au fur et à mesure. On avait peur de potentielles canicules, on attendait des réactions de l'Union européenne. Alors pas de canicule cette année, heureusement, par rapport aux tensions qu'il y a déjà sur le marché. L'Union européenne a publié finalement son package d'ambition climatique, le Fit for 55, aux alentours du 14 juillet dernier. Donc on a eu des nouveautés qu'on va se voir même appliquées dans le temps par la suite. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, par rapport à cette hausse des prix que l'on peut voir au fur et à mesure du temps, eh bien, en fait, on a finalement, comment dire, pas forcément d'intervention de la part des acteurs. Là, on disait justement que Bruno Le Maire prenait le sujet, allait taper du poing sur la table par rapport à ce qu'on peut voir actuellement, parce que ça devient un sujet qui préoccupe les Français, mais pas que les Français, finalement, les Européens aussi, par rapport à ce qu'on peut voir finalement chez nos voisins étrangers également, comme par exemple au UK ou dans les pays du sud de l'Europe. Justement, tu nous parlais de Nord Stream 2. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des prix du gaz? Alors, en effet, sur le gaz, comme je le disais dans l'introduction, c'est que globalement, on a un marché gazier qui est extrêmement tendu. On a beau avoir des communications de Storengy, par exemple, l'acteur majoritaire français sur le stockage de gaz, où on est à 80% de gaz en France, ce qui permet, entre guillemets, d'éviter des risques trop importants sur le marché gazier français. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, on raisonne à la maille européenne. Et c'est tout l'enjeu aussi des discussions qu'il y a actuellement des politiciens par rapport finalement à cette internalisation, européanisation finalement des prix de l'énergie. Pour en revenir sur le sujet du gaz, ce qu'il faut voir, c'est que les stockages de gaz européens ne sont pas à 80% remplis, ils sont seulement à 70% remplis. Et c'est un déficit qui est globalement de 14 à 16% d'écart par rapport
aux années qu'on a connues depuis quasiment 2015. Et ce qui fait que le marché est vraiment en risque parce que nous rentrons dans l'hiver. On est aujourd'hui le 30 septembre et demain va commencer ce qu'on appelle l'hiver gazier au 1er octobre. Et en fait, on rentre dans cet hiver gazier avec un déficit de stockage très important. Une vague de froid ou des problèmes finalement sur les gazoducs ou autres pourraient perturber le marché. Le gazoduc Nord Stream 2 vient d'être terminé il y a quelques semaines environ. Il est en cours de certification par l'Europe pour pouvoir donner l'accès à la Russie de ce gazoduc pour pouvoir transporter finalement du gaz et enflouer les stockages, si je puis dire, de l'Europe. Mais pour l'instant, la certification prend du temps et on ne sait pas encore quand est-ce que le Nord Stream 2 sera réellement effectif. On espère que ce sera avant la fin de l'année pour que cela puisse détendre le marché. Également, sur le marché gazier, le dernier point, ce sera le GNL, le gaz naturel liquéfié. Les acteurs asiatiques continuent d'acheter à prix d'or ces cargaisons de gaz naturel liquéfié, donc qui se transportent par bateau à travers le monde et qui créent cette internationalisation des prix entre les prix européens et le reste finalement des prix à travers le monde et surtout actuellement l'Asie justement. Et du coup, concernant l'électricité et le CO2, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai que le CO2, on en a beaucoup parlé au début de l'année. On en a un peu moins parlé durant l'été. Ce dernier subissait encore de la volatilité, mais restait finalement dans un corridor de prix, en fait, avec une bande haute et une bande basse. Et puis, ce dernier évoluait à l'intérieur, mais sans grand changement. On a attendu pendant quasiment quelques mois, finalement, les déclarations de l'Union européenne sur le Fit for 55 pour pouvoir avoir toutes les informations concernant son évolution. Maintenant qu'on a les potentielles, finalement, actions qui seront prises, on attend de voir leur mise en place et du coup leur impact directement sur le marché. Ce dernier a quand même tapé de nouveaux records sur le marché. On a dépassé les plus de 60 € de la tonne sur ce marché. On attribue cela à la fois à la Market Stability Reserve, ce qui fait diminuer l'offre de quotas disponibles dans le marché, mais également un peu à un retour de la spéculation sur ce marché-là. N'oublions pas que la target au début de l'année des spéculateurs était de 100 € de la tonne, donc on peut toujours avoir cette target en tête, mais également sur le fait qu'on a brûlé pas mal de gaz, pas mal de charbon. Les centrales à charbon ont été quand même fortement relancées il n'y a pas si longtemps que ça en Allemagne. On a rebrûlé du gaz à travers l'Europe pour produire l'électricité. Et donc, cela fait aussi des émissions de CO2 qu'il faut compenser. Donc, le CO2, globalement, on peut considérer qu'il a repris une tendance haussière, mais on verra par la suite son développement dessus. Concernant l'électricité, eh bien finalement, c'est un peu le suiveur de ces deux drivers. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, le plus gros driver du marché électrique, eh bien finalement, c'est le gaz. On a vu que globalement, la production nucléaire s'améliorait petit à petit, mais pas forcément au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et du coup, en fait, le prix du gaz sert énormément de driver. On l'a vu justement dans les déclarations de Bruno Le Maire, qu'avec un marché franco-français, avec 70% de nucléaire et autres, on pourrait s'attendre à avoir un prix proche du mix énergétique nucléaire français, et que finalement, on entendait que c'était les prix du gaz, justement, comme je vous le disais, qui faisaient les prix de l'électricité en France. Ce qu'il faut bien voir également, c'est finalement un marché qui s'est européanisé, cette plaque de cuivre qui nous relie à tous nos pays voisins pour nos imports, nos exports d'électricité au quotidien, pour les équilibrages et autres. On voit par exemple ce qui s'est passé avec l'incendie du câble entre le Royaume-Uni et la France il n'y a pas si longtemps, qui a fait flamber les prix. En fait, cette plaque de cuivre a créé une certaine européanisation des prix et on ne sait pas encore quelles seront les décisions des politiques à ce sujet-là. Il est encore très difficile de pouvoir imaginer de ressortir, entre guillemets, de ce contexte européen des prix de l'énergie pour le moment. Donc l'électricité également tape de nouveaux records de prix à la hausse. Comme le disait Adèle en début d'introduction, c'est que globalement, les prix n'ont jamais connu de prix aussi élevés que ça. Il faut remonter quasiment à 2008 pour avoir des prix de gros sur le marché de l'électricité aussi élevés, qui se sont par la suite effondrés pour différentes causes que pour l'instant, on n'a pas forcément dans notre viseur pour espérer de fortes baisses par la suite. Et du coup, dans ce contexte, comment a réagi le marché et comment est-ce qu'on peut nous réagir par rapport à ça?
Le marché reste en fait finalement en quête d'information. Reste en quête de formation, est en observation. On voit quand même pas mal d'acteurs à travers les médias, les réseaux sociaux autres, qui vont finalement lancer des alertes concernant cette hausse des prix par rapport aux factures qui vont arriver. Des factures qui, pour certains, peuvent doubler, voire même tripler en fonction on va dire, de notre appétence par rapport à cette facture justement d'énergie qui est grandissante et inquiétante. L'hiver pourrait être tendu. On le voit par exemple sur le Royaume-Uni, le risque de coupure ou alors des fermetures. Actuellement, dans l'actualité, nous voyons déjà finalement des entreprises qui stoppent leur production pour une certaine période de façon à réduire leur consommation. On a aussi tout ce risque-là de voir en fait des acteurs obligés de réduire leur consommation. Les industriels français ont déjà commencé à faire savoir qu'ils devaient réduire finalement leur consommation de gaz vis-à-vis du marché actuellement, et on incite énormément à tout ce qui est limiter finalement ce gaspillage énergétique en tant que tel pour pouvoir passer finalement cette crise des prix de l'énergie. Pour limiter les surconsommations, on peut d'ailleurs aussi évoquer les bonnes pratiques d'énergie management et aussi la mise sous contrôle de ces consommations grâce à des outils de pilotage. Donc, par exemple, le suivi des consommations dans son espace client ou la mise en place d'alertes de dépassement de consommation. Dans les autres solutions, est-ce que l'anticipation peut être une bonne méthode? Alors, l'anticipation a toujours été une bonne méthode, au moins pour cadrer son budget. On peut voir différents facteurs pour pouvoir limiter ces hausses, c'est-à-dire acheter à long terme, voire pour des investissements un peu plus verts. On a beaucoup parlé cette année aussi des PPA ou ce genre de choses. Donc, il y a des mesures qui mettent du temps, pour certaines à être mises en place, d'autres plus rapides au niveau de l'action, mais qui prennent en compte le fait d'être vigilant sur les marchés de l'énergie et d'anticiper. Actuellement, on vit une crise énergétique où on a un gros focus tout au long du temps, principalement sur l'année à venir, c'est-à-dire sur l'année de livraison 2022. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les courbes à terme de prix montrent que 2023 et 2024 sont actuellement moins chers. Et donc, si on anticipe avec vous sur ces budgets, bah, finalement, on peut aller chercher déjà une certaine performance. Alors évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on va diversifier, prendre des positions. On ne part pas forcément à prix fixe sur toutes les prochaines années parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et comment cette crise de l'énergie peut se résorber. Mais on peut déjà anticiper son budget, prévoir des baisses de budget vis-à-vis de cette crise. Et donc, il ne faut pas rester seulement focus sur cette année à venir, mais aussi sur le reste finalement du temps qu'il y a de possible pour pouvoir acheter son énergie. Ok, c'est parfait parce que ça répond justement à une des questions qui était dans le chat, qui était: est-il pertinent de suivre le conseil de bloquer en électricité les positions 23, 24 et 25? Merci Quentin de cet éclairage. On arrive à la fin de cet expresso. J'en profite pour rappeler qu'Engie met à disposition des solutions digitales pour vous accompagner sur les achats d'énergie. Et dans tous les cas, dans un contexte de marché qui risque de rester volatile, restez proche de votre conseiller et de votre contact Engie, dont vous trouverez toujours les coordonnées sur votre facture. Donc, nous, on se retrouve dans 4 semaines pour continuer de suivre l'actualité des marchés avec Quentin, puisque pour prendre les bonnes décisions, l'important, c'est toujours de rester bien informé. Merci à tous de votre participation et merci Quentin. Merci Adèle, bonne journée à tous. Bonne journée.